Ses habitants défendent farouchement leur spécialité locale. La preuve, il y a même des poèmes dédiés aux sandwichs aux poissons et des chansons d'amour sur le yaourt. Je m'appelle Bobby Chin, je suis voyageur et cuisinier. Avec mon nouveau copain, on vous souhaite la bienvenue à Istanbul! Les Stambouliotes sont près de 14 millions et leur ville s'étend de part et d'autre du Bosphore, un détroit qui relie la Méditerranée à la mer Noire. La ville a un pied en Europe et l'autre en Asie. Sa position au carrefour des civilisations se ressent dans sa cuisine. La Turquie, et notamment Istanbul, a toujours été sur le chemin des grandes routes commerciales, comme celle des épices et de la soie. Sur les tables, on perçoit toutes sortes d'influences. Ça fait des siècles que les épices et les ingrédients étrangers arrivent en ville. Istanbul était aussi la capitale de l'Empire ottoman, qui a dominé de vastes régions d'Europe et d'Asie pendant près de 7 siècles. Les conquérants ottomans ont enrichi leur cuisine en adoptant des produits et des techniques empruntés aux territoires occupés. Aujourd'hui, la cuisine turque peut être divisée en deux tendances, ottomane et anatolienne. La sophistication urbaine contre les plats rustiques de la campagne. Le principe de base est le respect de la recette d'origine. Il ne s'agit pas d'innover, mais de connaître ses classiques sur le bout des doigts. Et j'ai bien l'intention de goûter et d'apprendre à cuisiner les plats traditionnels d'Istanbul. Et j'aurais peut-être besoin d'y ajouter ma touche personnelle. Je voudrais quelque chose de typique. Et quoi de plus typique qu'une tête d'agneau? Avec ou sans cervelle? Avec. À la taille de son cerveau, on voit que cet animal n'est pas très futé. Bon sang, qu'est-ce que vous faites? Les narines? Non, les yeux. Il y a un ordre? Je commence par les joues, la cervelle ou les yeux? Là, c'est le globe oculaire, super nourrissant. Oh, c'est pas vrai. C'est comme manger de la cervelle. C'est maintenant que vous me donnez le sel, quand j'ai fini. Voilà l'un de mes desserts préférés, le halva. Du sésame et du sucre. Si vous n'aimez pas les laitages, vous prenez ça en dessert sur du pain. Juste à côté, une boulangerie à l'européenne avec des baguettes, mais aussi de la pita pour le ramadan. Ici, le pain est très important. On en sert à tous les repas. À côté, une autre pâtisserie. Justement, j'adore les baklava. Le baklava est fait avec de la pâte phyllo. Et qui l'a inventé? Les Turcs. Mais c'est en Perse qu'on a eu l'idée d'ajouter du sirop et des noix pour en faire un dessert. Et je vais en prendre un comme ça. Celui-là est à la pistache. Les baklavas sont toujours vendus au poids. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont imbibés de sirop. Ça va être très sucré. Oh là 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 là. Maintenant, je vais être initié à la cuisine de rue stambouliote par Andy Bozdogan. Il me faut du yaourt pour la soupe. C'est tout? Non, il nous faudra aussi du blé. On passera au magasin. Du blé? Oui. Comme Andy a écrit un livre de cuisine appelé Les saveurs de la rue, c'est la personne idéale pour me servir de guide. Quels sont les ingrédients de base de la cuisine turque? Le boulgour, qui est du blé concassé, et plusieurs types de riz. On en met dans les desserts ou les soupes, comme celle qu'on va préparer. On fait aussi beaucoup de riz pilaf avec des herbes fraîches. Andy est aussi la fondatrice de l'Institut culinaire d'Istanbul. Logiquement, comme on est tout près de la côte, les gens consomment beaucoup de fruits de mer. On est au début de la saison de pêche. Il y a beaucoup de poissons en provenance de la mer de Marmara ou du Bosphore. Les moules viennent aussi de la région. Voilà un plat typique, les moules farcis. Je vous conseille d'en goûter une. Je peux en avoir une? Bien sûr. Je vais en prendre une comme ça.
Une comme ça, là. Ils préparent les plateaux de moules plusieurs fois par jour, ce qui garantit leur fraîcheur. On les mange comme ça, dans la rue. On en trouve partout en ville, presque jour et nuit. Les gens aiment en acheter le soir, surtout après avoir bien bu. C'est délicieux. Ça me rappelle un bon risotto aux fruits de mer. Les moules ne sont pas trop cuites, ce qui est toujours un risque. Oui, Et le riz est parfait. oui, pas sec. Merci. Avec notre yaourt et notre blé sous le bras, on rejoint l'Institut culinaire, où Andy va me donner un cours de cuisine sur la terrasse. On va préparer 2 entrées traditionnelles pour l'été. Une salade de blé et de pourpier et une soupe froide au yaourt. Bon, par quoi on commence? Par la soupe. On va utiliser les 2 ingrédients principaux de la cuisine turque, le yaourt et le blé. Je verse le yaourt nature, voilà, puis j'ajoute le bouillon de légumes. C'est un bouillon classique, à base d'oignons, de carottes, de céleri et de persil. Vous voulez bien mélanger? Bien sûr, c'est moi qui fais le plus dur. Le yaourt est un ingrédient qui a conquis le monde entier. Il a été inventé par les nomades d'Asie centrale. On le retrouve beaucoup dans notre cuisine, en boisson, en accompagnement, dans les soupes, les kebabs, etc. C'est un ingrédient de base. Maintenant, je mets du sel. Ce que j'aime en Turquie, c'est ce côté très ouvert. C'est à la fois oriental et occidental. Si vous regardez de ce côté, c'est l'Asie. Et ici, on est en Europe. Ceci explique cela. Notre cuisine est vraiment très intéressante parce qu'elle est très variée. Beaucoup de recettes datent du XIVe ou du XVe siècle, avec des apports de beaucoup de régions différentes et de leurs ingrédients locaux. Cette soupe peut être mangée au déjeuner, au dîner ou au petit déjeuner, comme on veut. Maintenant, émincez un peu de menthe fraîche. Allez, J'y vais. Ça va très comme bien. ça? Ça peut aussi faire une boisson, non? Chez les Iraniens, on boit du yaourt à la menthe. Oui, du yaourt parfumé avec ou sans menthe. C'est une boisson traditionnelle. À présent, on ajoute le blé qu'on a fait tremper toute la nuit et cuire ce matin al dente. Et les pois chiches? Oui, ils ont été préparés comme le blé. Maintenant, rien à voir avec une boisson iranienne. Je mets un peu de menthe séchée. Et c'est fini. Ça y est? Oui, vous voulez goûter? Bien sûr. Très rafraîchissant, délicieux. Merci. C'est une découverte pour moi. Je crois que ce que je préfère, c'est le mélange menthe fraîche et menthe séchée. C'est ce mariage de texture. Il nous reste du blé pour la salade de pourpier. Je vais vous montrer comment la préparer. Comme ça, vous aurez le choix entre la salade et la soupe pour un repas sain et végétarien. Sain et végétarien, cool. Par quoi je commence? Je suis déjà emballé par cette salade. Vous allez émincer les oignons rouges qu'on va faire mariner. C'est une salade méditerranéenne toute simple. Andy commence par préparer la marinade avec du vinaigre, de l'huile d'olive, du sirop de grenade et du sucre en poudre. Ensuite, on laisse les oignons s'imprégner du mélange pendant 15 minutes. Maintenant, on s'occupe des poivrons rouges. Forcément, c'est moi qui m'y colle. Non, je vais vous aider. Vous êtes sûr? Mais oui. Après avoir tranché finement 2 poivrons rôtis et un frais, Andy prépare la vinaigrette de la salade avec du vinaigre, de l'huile d'olive, du poivre noir, du jus et des zestes de citron. J'ai oublié le sel. Il en faut? Bah oui. On verse la moitié de la vinaigrette sur le boulgour. Le blé est un autre ingrédient de base de notre cuisine. Il y en a dans les desserts et dans toutes sortes de plats. On le prépare aussi comme le riz pilaf, en y ajoutant plein de choses. Et on mange beaucoup de pain. D'accord. Je coupe un peu de menthe et d'aneth que j'ajoute au blé. Maintenant, on met les feuilles de pourpier dans la vinaigrette. On mélange et on les pose sur le dessus. Maintenant, les poivrons. De la feta. Les oignons marinent depuis 15-20 minutes. On les ajoute. Et c'est fini. Vous pouvez goûter. D'accord. Délicieux.
C'est vrai? C'est contemporain, original, délicieux avec plusieurs textures, du salé, du sucré, du blé, des herbes, de tout. Venez dans mes bras. D'accord. Merci infiniment. Je vous en prie. C'était un plaisir. Merci. Ce quartier d'Istanbul, sur les rives du Bosphore, s'appelle Arnavutköy. À l'époque ottomane, il était principalement peuplé de Grecs et d'Albanais. Aujourd'hui, ses habitants sont en majorité turcs. Ce quartier historique était un peu à l'abandon. Mais depuis quelques années, il devient à la mode et de nombreuses propriétés sont en cours de rénovation. Il reste encore des logements bon marché, mais certaines bâtisses peuvent se vendre plus d'1 million d'euros. Je profite de ma visite d'Arnavutköy pour tester une autre spécialité turque. Bien avant l'Empire ottoman, les Turcs étaient déjà de grands amateurs de viande et ça n'a pas changé. On trouve ici des shish kebabs, des doner kebabs ou des kefta. Et à Istanbul, il y a un temple du kefta. C'est juste ici, chez Ali Baba. Il y a plusieurs types de kefta, crus, à la vapeur, bouillis, grillés ou frits. Les boulettes peuvent être au bœuf, à l'agneau ou même au tofu avec des pousses de luzerne. C'est un plat que les hommes acceptent de préparer parce qu'il évoque les nomades turcs d'autrefois. Un kefta, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est du kefta. Et bien sûr, il y a le doner kebab. Tous ceux qui ont passé des soirées un peu trop arrosées le savent. C'est un plat très réconfortant. Un vrai miracle. Et les vendeurs ne sont jamais maigrichons, parce que c'est très gras. La méthode de la cuisson à la verticale a été inventée par un chef appelé Iskender Usta en 1860. Il a réalisé que la viande n'était pas carbonisée quand la graisse ne tombait pas sur la flamme. Il suffisait que la source de chaleur vienne du côté. Il a donc embroché des tranches de viande sur son épée et l'a plantée dans le sol. Le kebab était né. Aujourd'hui, il y a même une version du plat qui porte son nom, l'Iskender kebab avec du yaourt. Ça, c'est la gloire. Merci. Je teste. Le goût est parfait. Les tranches d'agneau sont juteuses, moelleuses, croustillantes sur les bords et enrobées de gras, avec un petit cornichon. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres types de kebabs. Ici, on vend du shish kebab. On peut choisir entre poulet, bœuf épicé et bœuf nature. Je suis prêt. Merci. Ça me fait un effet bœuf. Comme le quartier d'Arnavutköy est de plus en plus tendance, les vendeurs de kebabs se multiplient et il y a même des restaurants plus sophistiqués comme celui-ci tenu par Dilara Erbey. Est-ce que vous pouvez me décrire votre style de cuisine? Est-ce anatolien ou turc? Je le définirais comme traditionnel et expérimental. Je joue avec la nourriture, c'est mon moyen d'expression. Ce dessert m'intrigue. Il y a quelque chose de sexuel, non? Qu'est-ce que c'est? C'est pour apprendre à embrasser. Ah bon? C'est un lit de mousse de banane avec des copeaux de chocolat. C'est un dessert que j'ai inventé un soir pour mon mari. On a décidé de l'appeler insomnie, parce qu'après on ne peut plus s'endormir. Quand on le mange, c'est une vraie expérience sensorielle. Les bulles pétillent sur la langue, ça croustille et le chocolat fond. Beaucoup de choses se passent dans la bouche. Donc votre interprétation d'un baiser, c'est une bouche ouverte avec la langue qui pend? Ce qui compte, c'est votre interprétation, parce que c'est vous qui allez le manger avec votre langue. Je vais lécher ça? Oui, Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? n'ayez pas peur. On risque d'être censuré.
Istanbul a un tramway depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Pour moins de 50 centimes, il permet de circuler dans toute la ville. Il est propre, moderne et efficace. Et ne sent pas l'urine. Les panneaux disent interdit de jeter des détritus, de fumer et de mettre les pieds sur un ordinateur portable. Prochaine étape, le palais de Topkapi. Cet édifice est un incontournable de la ville. Sa construction a commencé en 1459 et il a été le centre du pouvoir ottoman pendant plus de 3 siècles. J'ai la chance de le visiter avec Alp Kaya, qui connaît par cœur l'histoire ottomane. Vous voulez bien m'expliquer qui étaient les Ottomans? Au départ, c'est une ethnie originaire d'Asie centrale qui a immigré ici. Elle appartenait à l'empire des Han, comme les Mongols. En arrivant dans la région au XIe siècle, les Ottomans se sont convertis à l'islam. Ils ont pris cette décision pour unifier toutes les tribus sous une seule religion et une seule autorité. Ça a été le début de leur époque la plus glorieuse. Au XIIIe siècle, ils ont fondé le royaume ottoman, qui a englobé toutes les autres tribus turques avant de devenir l'État ottoman. Ensuite, après avoir conquis une grande partie de l'Europe, ils ont créé l'Empire ottoman et ont connu une période faste avec des personnages comme Soliman le Magnifique et Sélim Ier. L'Empire était l'une des 2 superpuissances de l'histoire médiévale. Parlez-moi de cette fanfare. Elle rend hommage au groupe de musiciens qui étaient envoyés comme messagers dans les pays que les Ottomans voulaient conquérir. Pendant que l'armée se préparait à attaquer, on informait les habitants que le sultan ottoman avait des vues sur leur région. C'était une sorte de guerre psychologique, pour leur faire peur. La musique comme arme de guerre. Exactement. En plus, la fanfare motivait les troupes et les encourageait à se battre pour remporter la victoire. L'idée vient de l'empire des Han, en Chine, il y a presque 1000 ans. Tout a commencé en Asie centrale. Ces orchestres de l'armée ottomane ont influencé toutes les fanfares militaires qui sont apparues en Europe par la suite, comme celle de l'Empire austro-hongrois, l'orchestre de l'armée rouge en URSS ou celui de l'armée française. Avant la conquête de l'Europe par les Turcs, il n'y avait pas de fanfare militaire sur le continent. Mais ça existait déjà en Asie. Elle jouait jusqu'à ce que les gens craquent. Oui, non-stop, jusqu'à l'arrivée de l'armée. Comment ça, non-stop? Jour et nuit, avec un roulement. Les 3-8. Les 3-8 des musiciens? Oui, 3 équipes qui se relayaient jour et nuit. Les musiciens étaient évacués en zone sûre pour se reposer, mais la fanfare encerclait la ville et jouait non-stop. Les gens devaient être dingues. Il suffirait qu'on me fasse écouter de la musique d'ascenseur en boucle pour que je demande grâce. Je suis d'accord. Maintenant, Alp me fait visiter le harem. Spontanément, j'imagine que c'était un lieu de débauche, mais j'apprends que je suis loin du compte. Le concept du harem peut être comparé aux institutions pour jeunes filles de bonne famille. On peut le rapprocher des écoles de geisha au Japon, où les filles apprenaient à servir, ou des pensionnats suisses où les filles se préparaient à vivre dans la haute société. Elles vivaient là de 13 à 18 ans pour parfaire leur éducation. Elles apprenaient des langues étrangères, à bien se tenir à table ou à danser la valse ou les danses folkloriques. Il fallait les préparer au mariage qu'on allait arranger pour elles. À l'époque, la coutume voulait que le sultan n'attende jamais ses repas. C'était la nourriture qui l'attendait. C'est pour cela que la cuisine turque regorge d'huile d'olive et d'entrées cuites mais froides. Après la cuisson, les mezzés sont nappés d'huile d'olive, surtout les légumes, parce qu'ils peuvent attendre dans l'huile. Au contraire, ils n'en sont que meilleurs. Les plats étaient donc entreposés dans un endroit frais, ni glacé, ni trop chaud. Ce couloir était parfait, parce que l'air circule bien et que l'étagère en marbre est bien fraîche. Quand le riz était servi, il était présenté dans un grand saladier. Tout le monde se servait dans le plat collectif. Les gens utilisaient une cuillère ou leurs mains. C'étaient des cuillères spéciales, avec un bord coupant. Les couteaux et les fourchettes n'existaient pas encore. Il n'y avait que des cuillères.
Alp a eu la gentillesse de m'organiser un cours de cuisine avec l'un des meilleurs spécialistes de la cuisine ottomane. Vedat Basharan est célèbre dans tout le pays. Vedat va m'apprendre à préparer le maquereau farci, mais attention, pas n'importe quel maquereau, le maquereau farci à l'ottomane. Oui. On ne va pas ouvrir le poisson sur la longueur. On va le vider, mais sans le couper. Sans entaille. Exact. Mais il faut bien enlever les arêtes. D'abord, on brise les articulations au niveau de la tête, comme ça, et de la queue. Voilà. On casse les arêtes. Oui. Que les végétariens ferment les yeux. Ensuite, il faut masser la peau. Un massage. On le palpe. Comme du shiatsu. L'arête centrale sortira d'un bloc par la gorge. D'un seul morceau, comme dans les Tom et Jerry. On fait comme ça pour que la chair se détache de la peau. À vous. Comme ça. Oui. L'idée, c'est que le poisson est tellement honoré d'être dégusté par le sultan qu'il s'est vidé de son arête et farci tout seul sans être ouvert. Regardez. Incroyable. Et ça marche sur d'autres poissons? Oui. Comme dans un Tom et Jerry. Regardez. Maintenant, il faut sortir la chair sans abîmer la peau. Comme du dentifrice. Oui, oui. Il faut qu'il soit comme celui-là. Un poisson anorexique. Vedat tenait tellement à recréer les recettes ottomanes oubliées qu'il a appris la langue ottomane. Elle n'était plus parlée depuis des siècles. Ensuite, il a traduit les vieux livres de cuisine pour percer les secrets des maîtres d'autrefois. Combien de temps avez-vous mis à traduire ces livres? Environ 6 mois. Et puis 1 an et demi pour décoder les recettes. Bravo. C'est bien? Merci. Maintenant, on prépare la farce du poisson. On va faire fondre des oignons émincés dans de l'huile d'olive. Les Ottomans étaient de fins gourmets. Oui, ils avaient un palais très délicat. Par exemple, ils faisaient la différence entre le côté droit et le côté gauche d'un agneau. Comment ça? Ce n'était pas la même chose. Ils avaient une technique de cuisson différente pour chaque côté de l'animal. Attendez, je suis perdu. Vous êtes en train de me dire qu'ils savaient de quel côté de l'agneau venait le morceau de viande? C'est ça. Mais pourquoi? Si vous faites travailler le côté droit de votre corps plus que le gauche, vos muscles seront plus développés. Comme un joueur de tennis, par exemple. Le bras droit ou le bras gauche. C'est bizarre. Ça allait vraiment loin. Tout ça, c'est dans les livres de cuisine? Bien sûr. C'est écrit? Oui. Du genre, utiliser le côté gauche de l'agneau, pas la patte droite, la gauche? Plutôt, si vous prenez la partie droite, faites cuire plus longtemps. Pour la gauche, le temps de cuisson peut être plus court, parce que la viande est plus tendre de ce côté. Ils étaient vraiment calés. Ils avaient appris des cuisiniers de Perse et d'Asie centrale. Oui. Ils avaient étudié toutes les techniques et se les étaient appropriées pour inventer un style de cuisine unique qui a ensuite influencé le reste de l'Europe. C'est ça. À présent, on ajoute la chair de poisson dans le bol, puis des pignons et des raisins. Et on mélange bien. Les raisins étaient le cœur de toutes les saveurs à l'époque ottomane. Le cœur des saveurs. Oui. Maintenant, des noix, du sel et du gingembre en poudre. Du poivre blanc, Très bien. Ça sent bon et c'est magnifique. Je commence à avoir faim. la cannelle, La cannelle, le laurier. le laurier. Je hache de la nette, de la menthe et du persil en quantité égale. Je mets tout dedans. Oui. À présent, place à la farce. Je suppose qu'il faut pencher la tête en arrière. Oui, oui. Je le tiens comme ça? Non, pas comme ça. Allez-y à la cuillère. Viens là, mon grand. Je peux utiliser les doigts? Bien sûr. Je fais descendre. Oui, en appuyant. Une fois farci, le poisson est fariné, puis trempé dans l'œuf battu et la chapelure. Enfin, il est poêlé à feu doux dans de l'huile d'olive. La farce est déjà cuite, il faut juste saisir la peau. Oui, la graisse est juste en dessous. Elle va bien imprégner la farce. L'extérieur est croustillant, Et l'intérieur moelleux. moelleux et croquant avec des noix. Et des notes de fraîcheur avec les herbes.
Que demander de plus? Incroyable, cette recette est très ancienne et très contemporaine. Maintenant, retournez-le sur l'autre face pour qu'il dore bien. Quand le poisson est doré partout, ce qui prend 4 à 5 minutes, on l'enlève de la poêle pour le découper. Comme ça? Un peu plus en diagonale. Comme ça? Un peu plus haut. Très bien. Continuez, c'est bien. Ne me mettez pas la pression, je n'ai jamais découpé de poisson sans arrêt. On termine la présentation avec de la roquette, des pignons et du citron. La touche finale, vous l'aurez deviné, c'est l'incontournable filet d'huile d'olive. Magnifique. Le maquereau farci, un poisson oublié qui fait son grand retour. Grâce à vous. Merci. De retour sur le port, je me sens d'humeur taquine. Regardez ça! Impossible d'attraper un gros poisson ici. Disons que c'est de la pêche durable. J'ai accroché quelque chose. J'ai hameçonné une parabole. Oh mon Dieu. Ah, maintenant vous parlez anglais. Désolé, on m'attend. Je vous laisse vous débrouiller, d'accord? Je dois y aller. Le pont de Galata montre un bel exemple de relation symbiotique. Les pêcheurs attrapent des poissons en haut et puis ils les vendent au restaurant le long des quais. Ça me semble parfait. Le pont de Galata relie le vieux et le nouvel Istanbul. Il est séparé par un petit estuaire baptisé la Corne d'Or. En arrivant de l'autre côté, je vous conseille d'acheter un sandwich au poisson. Les habitants et les touristes en raffolent. Il y a toujours du monde ici. Beer sandwich, ça veut dire un sandwich. Ça, c'est un poisson blanc grillé très populaire ici. Soul, ça veut dire merci. C'est délicieux. Frais, simple, rustique. Je me rends sur les rives du Bosphore pour essayer de rejoindre les petites îles à quelques kilomètres de la ville. Apparemment, dans tout le pays, il y a régulièrement des concours de cuisine et les producteurs de ce documentaire ont eu la bonne idée de m'inscrire à l'un d'entre eux. Je vais être en compétition avec des Turcs qui préparent ces plats depuis le berceau, alors que ce sera une première pour moi. Et pour couronner le tout, on sera jugé par le maire de l'île. Vraiment, merci. Cette voie maritime est très importante pour la ville. Oui, c'est le cœur d'Istanbul. Je vois des gros bateaux, des pétroliers, des ferries. Oui, il y a beaucoup d'activités ici, surtout de la pêche. On arrive sur l'île de Burgaz. Des Grecs et des Turcs vivent là. D'accord. En harmonie? Oui, des Juifs, des chrétiens et des musulmans, tous ensemble. Pas chacun dans son quartier. Non, enfin si, il y a plusieurs quartiers. Des quartiers juifs, musulmans ou chrétiens? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tout le monde cohabite sur l'île de Burgaz. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup de m'avoir amené. Pas de problème. Je devais venir chercher des clients de toute façon. Merci, capitaine. Burgaz est la 3e plus grande île de l'archipel des Princes, à environ 45 minutes d'Istanbul. Elle fait près de 2 km² et compte 3000 habitants. Mais en été, c'est l'affluence, parce que de nombreux Turcs viennent y passer leurs vacances. Le style architectural est très ottoman, avec de belles maisons en bois. La vie ici est tranquille et très respectueuse de la nature. C'est un endroit écolo, pas de voiture. Aujourd'hui, je m'attends à être humilié parce que je vais participer à un concours de cuisine. Face à des mères de famille et des grands-mères, je n'ai aucune chance.
C'est parti mon kiki. Voilà le moment que je redoutais. Et c'est le maire de l'île qui donne le top départ. Il y a déjà le feu ici. Je stresse. Allez voir là-bas si j'y suis. Voilà l'aubergine Imam Bayildi, un trésor national. On prend des aubergines et on les fait cuire dans des litres d'huile d'olive, jusqu'à ce qu'elles aient tout absorbé. Et puis on remet de l'huile par-dessus. Ce plat est saturé de graisses insaturées. Les bonnes graisses. Je vais en faire une version plus light. Je vais griller les aubergines directement sur la flamme pour carboniser la peau. Je vais en utiliser 2. Normalement, on coupe la peau en faisant comme des rayures. Oh, de l'huile bouillante! On m'attaque! Et ma chemise est en lin italien. Je la coupe en 2 et je fais une entaille tout autour. Ensuite, j'utilise une cuillère pour enlever la chair délicatement. Si au moins quelqu'un criait « Bobby Chin! Bobby Chin !» Mais non, personne. J'émince un oignon très finement. On n'a pas besoin de tout ça. Moi, ça me donne des gaz. Si vous êtes comme moi, ce plat n'est pas pour vous. Maintenant, les tomates. Je pense que ce sera mieux si on n'a pas les pépins. Donc, je fais des entailles des 2 côtés avant de les griller sur la flamme. Ça m'aidera à enlever la peau. J'ai peu de chances de gagner. Les gens d'ici ont l'avantage. Ils connaissent la cuisine. C'est comme si Jamie Oliver gagnait un concours en Italie. Impossible. L'aubergine grillée a l'air bien. Elle est noire sur toutes les faces. Je la mets dans un sac plastique pour qu'elle repose dans sa vapeur. Un peu d'eau et j'ajoute les oignons, de l'ail, de l'huile d'olive. Donc on a de l'huile parfumée à l'ail pour faire caraméliser les oignons. Des raisins pour le croquant. Je vais monder la tomate et faire une concassée qui ira dans les oignons, sans les pépins. Si vous ne voulez pas jeter le jus, vous pouvez l'ajouter au mélange, mais après l'avoir filtré. Bonjour, ça va? Votre île est très belle. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Elle a presque fini. Vous essayez de me déconcentrer, hein, pour m'empêcher de travailler. 1 heure? Comment ça? Mais c'est bientôt prêt. J'ajoute les tomates et les aubergines. Je fends celle-là en 2, j'enlève la chair et je la coupe en morceaux. Elle a un petit goût fumé et je l'ai cuite sans huile. Je mets tout dans la casserole. Je laisse réduire, tout va bien. Le nom du plat, Imam Bayildi, signifie imam évanoui. On dit que l'imam avait épousé la fille d'un marchand et que la dot de la jeune mariée était 12 immenses amphores d'huile d'olive. Elle a préparé ce plat pendant 12 jours avant d'être à court d'huile d'olive. Et en l'apprenant, l'imam s'est évanoui. Je me demande quelle est la morale de cette histoire. Soit il faut avoir la main légère sur l'huile d'olive, soit il ne faut pas épouser une mauvaise cuisinière. Du persil. Et voilà, l'imam ne s'est pas évanoui, il est en pleine forme. Ça va? Oui. Tant mieux. Si j'ai bien compris, le premier plat est pas mal, mais trop salé. Le deuxième est bon, mais pas assez cuit. Qu'en pensez-vous? Je pense que je vais être remis à ma place. Vous êtes trop bon. Vraiment indulgent. Et maintenant, la favorite. Il n'y avait pas vraiment de suspense. Mais je suis beau joueur.
Un voyage en Turquie ne serait pas complet sans une dégustation de loukoum. Et à Istanbul, il y a une adresse incontournable. C'est ici, Hacı Bekir. Le confiseur Bekir Efendi a inventé le loukoum en 1777. Il était tellement bon qu'il a été engagé au palais de Topkapi. Ses descendants dirigent la confiserie depuis 5 générations. À la fin du XVIIIe siècle, avec l'arrivée du sucre raffiné et de la fécule de maïs, il a donc mis au point cette recette délicieuse. Je suis en bonne compagnie. Churchill et Picasso étaient dingues de loukoum. Je vais en prendre un aux noix. Là, c'est des noix. Les Anglais ont découvert les loukoums en Turquie. Et une fois rentrés chez eux, ils ont décidé de les appeler délices turques. Il y a un autre délice très apprécié des Turcs, le café. Je l'avoue, je suis accro au café. C'est l'un des derniers vices légaux. En Amérique, les gens boivent leur dose quotidienne en marchant. Mais en Turquie, on prend le temps de déguster le café avec style. Du café avec des cojones. Ce sont les Ottomans qui ont involontairement introduit le café en Europe. Quand le sultan Mehmed IV a assiégé Vienne en 1683, il était tellement sûr de l'emporter qu'il avait apporté du café pour célébrer sa victoire. Quand les Turcs ont dû battre en retraite, ils ont laissé leurs provisions sur place et les Viennois ont découvert cette boisson. Lire mon avenir ? Je voulais juste siroter mon café tranquillement. Est-ce que j'ai l'air d'un pigeon ? Ça m'étonnerait. En tout cas, je dois avoir la tête du touriste à qui on peut facilement lire la bonne aventure. Et j'ai rien compris. Quelqu'un parle anglais ? Oui. Vous devez recouvrir la tasse avec la soucoupe. D'accord. Et maintenir les deux fermements avant de les faire tourner. Je tourne. Comme une petite danse. C'est made in Malaysia. Elle voit un gros poisson, et même plusieurs. Le poisson symbolise la chance. Vous allez recevoir beaucoup de bonnes nouvelles. On ne vous dit jamais rien de négatif, tout est positif. Oui, que des bonnes nouvelles. C'est comme vivre dans un pays communiste. Les nouvelles ne sont jamais mauvaises. Une très belle femme avec de longs cheveux vous aime beaucoup. Elle essaye d'attirer votre attention. Je crois qu'elle est désespérée. C'est pas ce qu'elle avait lu tout à l'heure. Restons sur la première version. Désespéré ? Tu parles. Après m'avoir traduit le reste des prédictions de la diseuse de Bonaventure, Anouché propose de me faire visiter le marché aux épices. C'est un endroit fascinant qui date du XVIIe siècle. Il y a du fromage partout. Oui, c'est la rue des fromagers. Attendez, il me donne quelque chose. Ces boutiques vendent une quarantaine de fromages différents. Une quarantaine ? Oui, ils sont tous fabriqués en Turquie. Il y a peu de fromages importés parce qu'ils sont trop chers. Personne ne les achèterait. Vous avez du fromage en filament ? Oui, c'est l'un des fromages qu'on fait ici. On vend les filaments à l'unité. Comme ça ? Oui, Ça se mange comme ça. celui-là n'est pas salé. Ouais, on dirait de la mozzarella. Exactement. Les Turcs consomment aussi beaucoup de légumes secs, comme les haricots, les fèves, les lentilles et les pois chiches, qui sont faciles à cultiver malgré les rigueurs du climat. Autrefois surnommés viande du pauvre, ils connaissent un regain d'intérêt parce qu'ils apportent des protéines et de l'énergie, et que leur culture respecte l'environnement. Quelles épices utilise-t-on dans la cuisine turque ? Traditionnellement, on n'en met pas beaucoup. Mais la cuisine ottomane était très connue pour ses plats de viande sucrée salée. Pour ces recettes, on utilisait du piment de la Jamaïque, de la cannelle et parfois de la mélasse de raisin ou du sucre. Il y a une boutique très connue que je veux vous montrer. Namli Charcuterie, une grande épicerie. Ah bon ? Oui, elle est connue pour son pasterma, cette viande qui pend au plafond. Le pasterma, on en a chez moi en Égypte. Ah bon ?
C'est du bœuf séché. Autrefois, les nomades prenaient les filets de leur bétail et les plaçaient sous leur selle. Comme ça, quand ils chevauchaient, la sueur du cheval cuisait la viande. Super. Le pasterma est enrobé d'un mélange d'épices, d'ail et de fenugrec. Il est découpé en tranches très fines. Si vous ne mangez pas la croûte d'épices, vous verrez que c'est très parfumé. Sinon, vous sentirez un peu l'ail et le fenugrec. La sueur, Oui, l'urine, c'est ça. les gaz. Oui. Là, ils ont un fromage très connu. Il est fait dans une peau de chèvre. Une peau de chèvre? Oui, c'est du Tulum d'Erzincan. On fourre une peau de chèvre avec du lait caillé et on laisse le tout fermenter jusqu'à ce que ça fasse du fromage. Je ne sais pas si vous aimez ça. On verra bien. Forcément, il y a des poils de chèvre. C'est bon. Très bon. Ils mettent le lait dans la peau et attendent que les enzymes le transforment en fromage. C'est très traditionnel. Oui, c'est une méthode ancestrale. Cette boutique est la seule à en faire encore comme ça. Un autre plat très populaire à grignoter sur le pouce, c'est bien sûr les mezzés, un assortiment de petites entrées comme les tapas en Espagne. On en mange toute la journée, mais surtout le soir. Et l'endroit idéal, c'est la rue Nevisade. Quand les armées du sultan Soliman le Magnifique ont vaincu les Safavides de Perse en 1538, il leur a emprunté l'idée des goûteurs, qui testaient les plats des souverains pour voir s'ils étaient empoisonnés. Les esclaves du sultan recevaient donc des assiettes avec des petits échantillons de son repas. Ces plats ont eu le nom de mazza, qui signifie savourer, déguster. Cette habitude du sultan s'est répandue dans les classes favorisées, et c'est devenu très chic de présenter le repas en plusieurs petites assiettes. Ensuite, la mode s'est propagée au reste de la population. Les Ottomans mangeaient comme des rois. Et les Turcs d'aujourd'hui perpétuent la tradition. C'est génial. Atatürk a fondé la Turquie moderne en 1923. Il avait un peu plus de 30 ans. Il a rédigé la nouvelle constitution et reste un héros national, surtout à Istanbul, où il a vécu à 2 pas d'ici. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a été démembré et Mustafa Kemal Atatürk a renversé le pouvoir impérial pour instaurer la République de Turquie. Sous sa présidence, le pays s'est réformé sur le plan politique, économique et culturel. Son ambition était de transformer l'ancien empire ottoman en État-nation démocratique, moderne et laïque. Atatürk a préparé la Turquie à entrer de gré ou de force dans le XXIe siècle. Mais Istanbul semble vouloir aller encore plus loin dans le progrès. C'est très visible dans la métamorphose de quartiers comme le Levent. C'est aussi palpable dans les rues cosmopolites de la ville, où depuis longtemps, des gens de toutes les origines sociales et culturelles peuvent se côtoyer. Merci. J'ai hameçonné une parabole. Vous êtes trop indulgent. La cuisine turque, qui est vraiment sensationnelle, incarne à merveille cette rencontre entre l'Orient et l'Occident. Et ça me plaît. J'adore cet endroit.